Imaginez un monde sans sécurité sociale. Plus aucun filet de sécurité n'existe. En l'espace de quelques jours, vous pouvez passer de votre petit CDI confortable à une vie de SDF parce que vous n'avez pas pu vous rendre au travail à cause d'une satanée grippe. Plus rien n'est remboursé. Fini les Doliprane et les allocations familiales. Fini les vieux et leurs retraites durement méritées. Dans ce sinistre monde où personne ne fait de vieux os, vous êtes là. Grâce à votre dur labeur, vous avez fini par décrocher ce poste dont vous rêviez tant dans cette grande boîte qui vous faisait tant rêver. Et grâce à ce nouveau salaire plus que confortable, vous sortez enfin la tête de l'eau. Vous pouvez à nouveau faire des projections pour l'avenir. Vous pouvez même mettre de l'argent de côté pour les imprévus. Et dans cette nouvelle opulence, un bruit sourd vient à vos oreilles. Ce léger acouphène se transforme au fur et à mesure en un bruit envahissant qui vous empêche même de réfléchir. Et au milieu de tout ce brouhaha, tout s'arrête. Vous vous réveillez dans votre lit, en France, en 2025. La sécurité sociale est toujours là, les oiseaux chantent et les Doliprane sont toujours remboursés. Vous regardez l'heure, mince, vous êtes en retard pour aller au travail, la journée commence. Bon, comme vous avez dû le comprendre, dans cette vidéo, nous allons nous attaquer au sujet de la sécurité sociale. Nous allons couper une à une les têtes de l'hydre à 600 milliards d'euros, en espérant qu'elle ne repousse pas plus vite que nos coups d'épée. Cette vidéo comporte 6 chapitres, nous aborderons ce sujet sous tous ses angles. Alors installez-vous confortablement et essayez de vous détendre, même si le sujet risque quelque peu de vous crisper. Commençons. Commençons par le début. Qu'est-ce que la sécurité sociale ? La sécurité sociale en France est un système de protection sociale mis en place en 1945, basé sur le principe de solidarité nationale. Son objectif est de garantir à chaque citoyen un accès aux soins, une protection contre les risques sociaux et une redistribution des ressources entre les générations et les catégories sociales. Elle repose principalement sur un financement par les cotisations sociales pour environ 56%. Ces cotisations sont directement prélevées sur les salaires et les revenus des travailleurs. Vient ensuite la CSG, la contribution sociale généralisée, et la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour environ 20%. Elles sont encore une fois payées par les revenus du travail, mais à cela s'ajoutent les retraites et les revenus du capital. La CSG sert à financer la sécurité sociale, tandis que la CRDS sert à rembourser la dette de la sécurité sociale. Vient enfin les taxes et impôts divers comme les taxes sur le tabac et l'alcool, les assurances automobiles, les activités polluantes, etc. Elle est composée de plusieurs branches. La branche maladie prend en charge le remboursement des soins, des médicaments et les arrêts de travail. La branche retraite s'occupe du versement des pensions de retraite. La branche famille prend en charge les allocations familiales, les aides au logement et à la garde d'enfants. La branche accident du travail gère les accidents de travail. Et la branche autonomie s'occupe des personnes en perte d'autonomie et le financement des structures qui les accompagnent. C'est la branche retraite qui est la plus coûteuse à hauteur de 44% des dépenses de la sécurité sociale. La branche maladie représente 39% des dépenses et les autres branches se partagent les 17% restants. Le tout cumulé, on se retrouve avec une dépense totale de 672 milliards d'euros pour l'année 2023. La dette sociale est le cumul des déficits annuels de la sécurité sociale. C'est le fameux trou de la sécu. Lorsque les recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses, un déficit apparaît. Ce déficit est financé par de l'emprunt, créant une dette qui doit être remboursée avec des intérêts. En 2023, la dette des administrations de sécurité sociale représentait, selon l'INSEE, 263,7 milliards d'euros. Cette même année, la France a franchi le seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros de dette. Depuis 1996, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, a été créée pour gérer cette dette et la rembourser via la CRDS. Théoriquement, cette dette devait être remboursée en 2024, mais sa mission a été prolongée jusqu'en 2033 en raison des nouveaux déficits accumulés. Cela peut s'expliquer de différentes manières. Le rapport entre actifs et retraités est un indicateur clé pour comprendre la viabilité du système de retraite et de sécurité sociale. Ce ratio mesure combien d'actifs finance un retraité. Aujourd'hui, grâce à l'amélioration des soins de santé et des conditions de travail plus favorables, la part des personnes âgées augmente car elles vivent plus longtemps. En 1950, l'espérance de vie était d'environ 65 ans. En 2023, elle dépassait 83 ans. En parallèle, des changements sociétaux ont un impact sur ce ratio. Les femmes, de par leur démocratisation dans le milieu du travail, ont des enfants de plus en plus tard. Rajoutez à ça la hausse du coût de la vie, la précarité de l'emploi et l'angoisse climatique, et on se retrouve avec une partie de la population dissuadée d'avoir des enfants. En 1970, le taux de fécondité était de 2,5 enfants par femme.
En 2023, il est tombé à 1,8, en dessous du seuil de renouvellement de la population. Et n'oublions pas la génération des baby-boomers qui, pour les plus jeunes d'entre eux, n'ont même pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite. Ainsi, à titre comparatif, en 1960, nous avions 4,3 actifs pour un retraité. En 2000, nous étions déjà tombés à 2,1 actifs pour un retraité. En 2023, nous avons atteint 1,7 actifs pour un retraité. Les projections pour 2040 avancent le ratio de 1,4 actifs pour un retraité. En parallèle, la hausse du taux de chômage entraîne une diminution des cotisations car moins de cotisants. L'explosion du statut auto-entrepreneur joue aussi un rôle car elle bénéficie d'allègements de cotisations comparé à un salarié classique. Pour ralentir la chute, les gouvernements successifs ont bien tenté de réformer l'âge légal de départ à la retraite, mais elles ne suffisent pas à compenser le déséquilibre. Le vieillissement de la population n'a pas seulement un impact sur le coût des pensions de retraite. En effet, une personne âgée aura tendance à consommer plus de soins et de médicaments qu'un plus jeune. La prise en charge des maladies chroniques coûte aussi de plus en plus cher et les séjours à l'hôpital et les soins de longue durée augmentent. Pour la branche maladie, les arrêts maladie ne cessent de croître. De plus, beaucoup d'hôpitaux publics sont en déficit chronique, nécessitant des aides de l'État et de la sécurité sociale pour maintenir la tête hors de l'eau. Également, faute de médecins de ville disponibles, beaucoup de patients se rendent aux urgences pour des pathologies bénignes, avec un coût moyen de consultation beaucoup plus élevé pour le contribuable. La tendance générale est à la baisse progressive des taux de remboursement et donc l'augmentation du reste à charge. Certains domaines comme les médicaments, les lunettes et les soins dentaires complexes ont connu une chute drastique de leur remboursement. À côté de ça, les délais pour obtenir un rendez-vous médical s'allongent. L'une des principales raisons est la pénurie de médecins, notamment dans certaines spécialités comme la pédiatrie, la gynécologie, la dermatologie, la psychiatrie et les généralistes en zone rurale. En 2023, il y a eu une pénurie estimée de 25 000 médecins en France. Le problème des délais de rendez-vous est particulièrement marqué dans les zones rurales. Ainsi, il n'est pas rare de devoir attendre 6, 7, 8 mois avant de pouvoir consulter un spécialiste. L'allongement des délais peut entraîner un retard dans le diagnostic de certaines pathologies, ce qui peut les rendre plus difficiles à traiter ou entraîner des complications. C'est particulièrement préoccupant pour des pathologies graves comme les cancers, où le temps est un facteur déterminant. Le coût réel de la fraude sociale est difficile à établir car il existe peu d'enquêtes officielles indépendantes. Selon la Cour des comptes en 2023, la fraude estimée réelle se situerait entre 5 et 10 milliards d'euros. Néanmoins, les estimations indépendantes les plus pessimistes parlent de 30 à 50 milliards d'euros. Nous allons voir ensemble une compilation non exhaustive des types de fraudes les plus courants. La falsification ou la simulation d'arrêt de travail pour obtenir des indemnités journalières. Les fausses déclarations pour bénéficier de prestations sociales réservées aux handicapés. L'utilisation de la carte vitale d'une autre personne pour bénéficier de soins médicaux à sa place. Cela peut aussi concerner des doubles affiliations où une personne est inscrite sous plusieurs identités et obtient plusieurs remboursements de soins. La non-déclaration de revenus ou de situation pour obtenir des prestations sociales plus élevées comme le RSA, l'allocation de chômage ou la retraite d'un proche décédé par exemple. La majoration abusive des actes médicaux, la falsification de prescriptions médicales ou la prescription de médicaments inutiles pour augmenter le montant des remboursements de la sécurité sociale. Les fausses facturations de la part des laboratoires, encore une fois pour générer davantage de remboursements. Le surdiagnostic ou la fausse déclaration d'invalidité. Le travail dissimulé ou travail au noir ou travail au black. La sous-déclaration des salaires afin de minimiser ses charges sociales. Enfin, certaines structures comme des associations ou des entreprises peuvent aussi détourner des fonds publics ou des cotisations sociales, par exemple en ne reversant pas les cotisations perçues auprès des salariés. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe en France 7 millions de cartes vitales en circulation en plus que le nombre d'habitants ? Bref, après avoir vu les types de fraudes les plus courants, on se rend bien compte qu'il est impossible pour l'État de tout contrôler malgré des moyens engagés de plus en plus coûteux. Cela crée donc un cercle vicieux où il y a toujours plus de fraudeurs pour toujours plus de lutte contre la fraude, et tout ça avec votre argent. Mais je vous rassure, d'autres systèmes existent. Nous allons ici explorer brièvement deux systèmes complètement différents de celui de la France.
La Suisse, meilleur système de santé d'Europe, et Singapour, qui trône sur le podium des meilleurs systèmes au monde. En Suisse, chaque personne doit souscrire à une assurance santé privée. Celle-ci ne peut pas refuser un assuré ni fixer les prix selon son état de santé. Le panier de soins couverts est défini par l'État et toutes les assurances doivent le proposer. Il est bien sûr possible de souscrire à une assurance complémentaire pour des soins supplémentaires. Le système de retraite suisse repose sur 3 piliers. Le premier pilier est similaire au régime général en France, il vise à fournir un revenu minimal aux retraités. Le deuxième pilier est un régime de capitalisation collective géré par des fonds de pension privés. Il a pour but de compléter le premier pilier pour maintenir le niveau de vie des retraités. L'employeur y verse au minimum 50% des cotisations. Le troisième pilier permet aux citoyens de compléter leur retraite en épargnant de manière privée. Il est encouragé par l'État avec des avantages fiscaux. Concernant les allocations familiales, ce sont les employeurs qui financent le système en versant une cotisation obligatoire, généralement entre 1 et 3% de la masse salariale. Les prestations varient selon les cantons, mais il existe des minima fédéraux obligatoires définis par la loi fédérale sur les allocations familiales. Contrairement à la France, les allocations sont fixes, quels que soient les revenus ou le nombre d'enfants. Le champ de bénéficiaires est bien plus réduit qu'en France et se limite principalement aux chômeurs, aux parents en situation de monoparentalité ou aux travailleurs à temps partiel sous certaines conditions. Passons à Singapour. À Singapour, tous les salariés et leurs employeurs doivent cotiser au CPF, le Central Provident Fund. Jusqu'à 55 ans, cela représente environ 37% du salaire brut, 20% payé par l'employé et 17% par l'employeur. Le système CPF est divisé en plusieurs comptes qui servent différents objectifs. Un compte ordinaire pour l'achat de logements, le paiement des études et autres investissements. Un compte médical pour les soins médicaux et les dépenses liées à la santé. Et un compte spécial destiné à l'épargne retraite avec des rendements plus élevés que pour le compte ordinaire. Le système de santé singapourien repose sur 3 piliers. Le premier pilier est une épargne forcée, obligatoire pour tous les travailleurs. Ce compte individuel permet de payer soi-même ses soins courants sans dépendre de l'État. Le deuxième pilier est une assurance publique obligatoire qui couvre les frais médicaux conséquents. Les Singapouriens payent une prime d'assurance qui est directement prise sur leur épargne forcée. S'ils veulent une couverture santé encore plus efficace, ils peuvent souscrire à une assurance privée complémentaire. Le troisième pilier est un fonds public qui prend en charge les plus démunis. Il est réservé aux citoyens sans ressources et l'aide est accordée au cas par cas par les hôpitaux publics. Le système de retraite à Singapour repose sur l'épargne individuelle. À l'âge de 55 ans, une partie des fonds du compte spécial est transférée vers un compte de retraite CPF. Les travailleurs peuvent accéder à leur fonds CPF à partir de 65 ans. Pour garantir un revenu stable à la retraite, Singapour propose le programme CPF Life, un système de rente viagère qui offre un revenu mensuel à vie basé sur les fonds accumulés. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent dans son CPF, il peut bénéficier du programme Silver Support Scheme, une aide financière accordée aux retraités les plus pauvres. Concernant les allocations familiales, elles n'existent pas telles qu'on les connaît en France. L'État aide les familles de 3 manières. Une prime de naissance, des subventions pour l'éducation et la garde des enfants, et un compte d'épargne spécial pour l'enfant. Pour ce dernier, les parents déposent de l'argent et l'État double leur contribution jusqu'à un certain plafond. Bon, déjà, si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. Il est compliqué de rentrer dans un sujet aussi tentaculaire sans se faire quelques nœuds au cerveau. À présent, je vais me permettre de vous donner ma vision. À mon sens, la sécurité sociale telle qu'elle existe actuellement en France est une pure hérésie. Ce système où l'État décide de prendre l'argent qu'il veut, à qui il veut, pour le redistribuer selon son bon vouloir, est une tombe à ciel ouvert. La France s'endette pour tenter de sauver le navire, mais le naufrage est imminent. Toujours plus d'impôts, de cotisations, de taxes, pour maintenir un idéal qui ne fait plus rêver personne depuis bien longtemps, hormis les étrangers fraîchement débarqués sur le territoire. Un pouvoir d'achat ridiculement faible, plus de possibilité d'acheter un logement malgré 2 salaires, le French Dream n'est même plus à portée de main. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'argent de la sécurité sociale n'est pas magique, il ne sort pas de nulle part, c'est le vôtre. Tout cet argent, s'il n'était pas prélevé sur vos salaires et sur toutes les taxes que vous payez, il serait à vous tous les mois. Votre salaire net se rapprocherait de votre salaire brut. Ainsi, chacun pourrait décider de prioriser ce qu'il veut en fonction de ses besoins et de ses envies. Un plus jeune pourrait décider de n'avoir qu'une couverture santé minimale pour acquérir plus vite sa résidence principale, tandis qu'un plus vieux déciderait d'une couverture santé plus conséquente. La prochaine fois que vous entendrez que l'on a le meilleur système de santé au monde, demandez à cette personne si elle a suffisamment voyagé pour en être sûre.
La France a financé son modèle social grâce à sa capacité d'emprunt que lui conférait son statut. Néanmoins, ce piédestal sur lequel nous étions est en train de s'effondrer et nous sommes les seuls à ne pas nous en rendre compte. Les principales agences de notation sur l'état des finances publiques déclassent la France. Nous ne sommes même plus dans le top 10 dans le classement des systèmes de santé européens. Le problème, c'est qu'à force de nous rabâcher que l'on a de la chance, on finit par y croire. On se croirait dans un film de science-fiction où une dictature aurait doucement pris le pouvoir. Nos primes d'activité sont nos tickets de rationnement et nos cotisations sont notre contribution à l'idéal de notre leader. Et on ne peut rien faire. Du moins pas comme ça. Tant que ce système restera en place, il n'aura aucun intérêt à changer. Pourquoi se retirer des privilèges tant qu'on est bien protégé dans sa tour d'ivoire ? Ce système aura toujours faim, une faim dévorante qui engloutit des centaines de milliards mais qui n'est jamais rassasiée. Mais le contribuable reste imperturbable, presque heureux, quand il doit attendre une demi-journée aux urgences en faisant un AVC, ou 6 mois pour se faire enlever un putain de kyste au cul. Mais alors que faire ? Déjà, je pense qu'aucune offre politique actuelle ne souhaite franchement s'attaquer au problème. La France est devenue plus communiste que les communistes en matière fiscale. Les Français ont complètement oublié que la société peut tourner normalement, sans que l'État gère tous les problèmes. En ce sens, aucun politique ne serait assez fou pour détruire sa carrière politique en vendant l'horreur de l'arrêt des prestations sociales. Néanmoins, admettons qu'une force politique, d'où qu'elle vienne, soit suffisamment convaincante et arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Supprimer la sécurité sociale ? C'est quelque chose que j'entends de plus en plus. C'est vrai qu'après avoir entendu tout ça, l'idée est alléchante. Mais comment ? Du jour au lendemain ? Plus d'arrêt maladie, plus de chômage, et surtout plus de retraite ? À mon avis, il faudrait se débarrasser au plus vite de tout ce qui a un lien avec la branche maladie et la branche famille. En revanche, supprimer les pensions de retraite ne me paraît tout simplement pas faisable. Même si je peux concevoir que pour une partie non négligeable des retraités actuels, leur résidence principale est payée, cela reviendrait à les laisser crever de faim pour un système auquel ils ont toujours cotisé. Les systèmes suisses et singapouriens dont j'ai parlé tout à l'heure sont des systèmes déjà beaucoup plus libres que la France. Néanmoins, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Redonner au peuple toutes les cartes qu'il avait en main auparavant pour que chaque personne puisse en disposer comme il veut. Ainsi, j'ai imaginé un plan en 3 étapes pour se sortir définitivement de la sécurité sociale telle qu'on la connaît. L'idée derrière ce plan est de pouvoir effectuer une transition rapide vers un modèle plus libre tout en maintenant les retraites actuelles et au bout d'une génération, abandonner complètement ce système de retraite par répartition. Pour la première année, suppression de la branche famille. Cela comprend donc les diverses allocations familiales, le RSA, les aides au logement, les aides à la garde d'enfants, la prime d'activité, etc. Suppression de l'AME, l'aide médicale de l'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Suppression de l'allocation chômage. Également, les entreprises pourront licencier leurs salariés qui ont cumulé au moins 90 jours d'arrêt maladie dans l'année. Concernant les pensions de retraite, le but est de se préparer à un abandon du système de retraite par répartition. Ainsi, pour éviter de faire cotiser injustement les jeunes actifs qui ne toucheront jamais leur retraite, des tranches d'âge seront établies. Plus les salariés seront avancés dans l'âge, plus leur cotisation ressemblera à celle que l'on connaît aujourd'hui. Les pensions de retraite se verront imposer un plafond à 3 000 €. Des critères objectifs seront mis en place concernant les taux d'invalidité et seuls les handicapés reconnus à 80% d'invalidité pourront bénéficier d'aides sociales. En parallèle, les médecins feront l'objet d'une surveillance accrue quant à la délivrance de ce fameux statut d'invalide à 80%. Préparation à vendre le parc hospitalier. L'État va estimer la valeur de ces bâtiments publics de santé et recueillir les propositions d'achat d'investisseurs privés qui souhaitent racheter les hôpitaux publics. Préparation à un abandon de la branche maladie. L'État va s'entretenir avec les assurances santé privées déjà existantes pour qu'elles prennent le relais sur la totalité des remboursements, au travers notamment d'un panier de soins de base qui sera défini par l'État et que toutes les assurances devront proposer. Évidemment, au cours de cette première année, l'État baissera les cotisations à mesure qu'il réduit ses dépenses sociales. De la 2e à la 5e année, début de la vente des bâtiments publics de santé. Les investisseurs français y bénéficieront d'exonérations fiscales. La vente des établissements de santé générera de l'argent qui pourra dans un premier temps rembourser la dette sociale et par la suite, éventuellement, rembourser une partie de la dette française. Les assurances santé doivent proposer un panier de soins de base à tarif fixe. Cette offre de soins ne sera pas obligatoire. Elles peuvent évidemment proposer des assurances complémentaires. Obligation pour les structures de santé privées d'accepter toutes les assurances santé. Cela a pour but d'éviter certaines scènes comme aux États-Unis où les gens doivent choisir entre un hôpital plus proche mais qui n'accepte pas leur couverture santé ou un hôpital plus éloigné qui les accepte. Suppression de la branche accident de travail. Ce sont les assurances santé privées qui s'occuperont de cette garantie. Et là encore, l'État baissera au fur et à mesure les cotisations à mesure qu'il réduit ses dépenses sociales. Ensuite, de la 5e à la 20e année,
Des remboursements de tous les médicaments et soins assurés précédemment par la sécurité sociale. Le marché de la santé à ce niveau-là est devenu totalement privé. Plus aucun personnel de santé n'est payé avec de l'argent public. Ainsi, la branche maladie est totalement supprimée. À ce niveau, seule la branche retraite et la branche autonomie sont conservées. La branche autonomie n'aura pas vocation à être supprimée, mais simplement limitée au cas d'handicap empêchant toute activité professionnelle. C'est la branche retraite qui va représenter la quasi-totalité des cotisations prélevées sur salaire. Elle sera encore conservée pour une durée de 15 ans. L'intérêt de maintenir les retraites pour une durée totale de 20 ans est de ne pas priver de retraite ceux qui ont cotisé toute leur vie sans avoir pu capitaliser. Avec ce plan, en 5 ans, des changements majeurs pourraient être mis en place. Au bout de 20 ans, la retraite par répartition est abandonnée et nous n'aurions plus qu'une infime part de cotisation pour la branche autonomie. Aucune solution n'est parfaite. Ici, ce sont les quadragénaires qui se retrouveront les plus pénalisés. Trop jeunes pour toucher une retraite, mais suffisamment vieux pour avoir payé 20 ans de cotisation dans le vent. On pourrait alors imaginer un plan non pas sur 20 ans, mais 25 ou 30, mais je ne suis pas sûr que ça leur rende justice. Tout le monde aura eu 20 ans pour se préparer à la transition. Au plus tôt on abandonne ce système, mieux ce sera pour tout le monde. Ainsi donc, au bout de 20 ans, les retraites s'arrêtent net, d'un coup. Les cotisations, déjà beaucoup plus basses qu'avant, seront encore abaissées drastiquement. La société française se retrouvera libérée de ses chaînes et chacun pourra faire pratiquement ce qu'il veut de son argent. C'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous avez des remarques ou des critiques à faire, je serai heureux de vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite à tous un bel avenir. Adieu.